4 chargés de mission, donc un technicien qui encadre l'équipe régie, qui réalise l'entretien et la création des ouvrages. On a 2 animatrices érosion, donc, qui s'occupent de la modélisation, Camille qui est ici aujourd'hui et puis notre collègue. Et puis plus récemment, on a mis en place une mission plutôt préventive sur l'agroécologie, mais j'y reviendrai juste après. Donc la structure, alors, je n'ai pas développé tous les items, mais je pense que la majorité connaissent les items de la GEMAPI. Donc, pour résumer, on a 2 blocs de compétences au CIMSEA. Un premier bloc qui constitue ce que nous on appelle le tronc commun. Donc, c'est le premier niveau que vous avez à l'écran. Donc, c'est tout ce qui va concerner l'animation des 2 clés, canche et outils, l'expertise et puis l'ingénierie. Donc là, c'est plutôt les chargés de mission en charge des études. Vous avez la liste, la mise en place des plans de gestion de cours d'eau, les travaux de continuité écologique, et puis maintenant, on intervient également sur les zones humides. Et puis, notre volet animation sur l'érosion des sols. Ensuite, on est sur des missions qui sont plutôt à la carte. Donc, chaque EPCI définit son niveau d'accompagnement par le CIMSEA entre transfert et délégation, notamment sur la partie travaux. Donc, on a des EPCI qui ont transféré ou délégué l'entretien de cours d'eau, et idem pour l'hydraulique douce. Et puis, une dernière spécificité qui était aussi à la carte, c'est, à la carte obligatoire en même temps, c'est la mise en place, la partie animation du papy de la canche. Donc là, ça regroupe uniquement 6 EPCI sur nos 10 membres. L'animation et la mise en œuvre du programme d'action et de prévention des inondations. Voilà, donc une habitude de s'adapter, entre guillemets, à ce que souhaitent mettre en place nos EPCI. Alors, comment on en est venu à travailler avec le BRGM? Si je peux me mettre la diapo d'après. Donc, comme j'ai expliqué tout à l'heure, on a commencé les premières opérations de lutte contre l'érosion dès 2002, avec un premier programme qui était assez ponctuel pour accompagner des communes, au Chili les Édins, sur la mise en place de son programme d'hydraulique douce. Donc ensuite, en 2008, le CIMSEA a décidé d'augmenter un peu sa capacité en mettant en place une animation dont le but était essentiellement d'apporter un soutien technique auprès des collectivités pour les aider à monter leur programme. C'était à peu près 80% de l'activité. On avait après d'autres objectifs sur la communication, la concertation et puis les actions d'accompagnement dont on va reparler un peu après. Et ça a été en gros le démarrage qui nous a permis d'aller investiguer sur à peu près tous les secteurs de la vallée de la Canche à l'époque. Une fois qu'on a réalisé ces diagnostics, les volets aussi réglementaires avec la rédaction des différentes DIG, il a fallu mettre en place les ouvrages. Et donc là, on a recruté un technicien, puisque les EPCI nous avaient confié la mise en place de leurs aménagements. Donc au départ, c'était essentiellement pour encadrer des prestataires. Et en fait, on s'est rendu compte, après plusieurs difficultés, qu'on allait proposer la mise en place d'une régie pour réaliser nos propres aménagements. Donc ça a été la mission qui a été créée en 2015. S'en est suivi en 2017 la constitution d'un premier niveau d'équipe régie avec 4 personnes à l'époque. Aujourd'hui, c'est 7. En 2020, après la récupération du bassin versant de l'OTI, on a repris la mission d'animation qui était en place à l'époque. Donc c'est pour ça qu'on a 2 animatrices, une canche et une OTI. Et puis, je l'évoquais tout à l'heure, en juin 2022, on a commencé à travailler sur le volet un peu plus préventif avec la mise en place d'une animation agroécologique dont l'objectif est d'accélérer la transition écologique des exploitations pour limiter l'érosion des sols. En gros, essayer de gérer le problème avant qu'il se mette en place. Donc voilà un peu l'historique de notre équipe. Et du coup, à travers cette historique-là aussi, on sent bien, j'espère qu'on le sent, la volonté de travailler et de faire le plus de choses possible en régie. Et donc là, on est aussi en capacité de mener un programme à la hydraulique douce de bout en bout, c'est-à-dire de l'étude, le volet réglementaire, la partie financement, la réalisation des travaux, jusqu'à l'entretien des ouvrages. Donc, le pack complet en hydraulique douce était possible si les EPCI le souhaitaient.
Tout ça, ça a été aussi, on s'est appuyé sur une méthodologie qui a été développée au fur et à mesure, et notamment inscrite dans le Sage de la Canche à l'époque. Donc ça, c'est un gros travail de concertation avec les différents acteurs du territoire pour convenir des 5 principes fondateurs pour l'aménagement d'un bassin versant. Donc, vous les avez à l'écran, hein, c'est des choses qui sont un peu classiques maintenant, mais à l'époque, ça avait été quand même pas mal discuté, il y a une vingtaine d'années. L'action globale à l'échelle du bassin versant, ce qui paraît la base. La gestion du ruissellement à la parcelle. Donc, l'idée, c'était d'infiltrer l'eau le plus en amont possible, de préférer une rétention temporaire, donc ça c'est plus une régulation dynamique des flux plutôt que des gros ouvrages de stockage. Le changement durable des pratiques, c'est le volet qui nous manquait avec l'agroécologie qu'on essaye un peu de combler, et puis le gros volet, la pérennité des aménagements avec la création des premiers plans de gestion sur les ouvrages d'hydraulique douce. Donc ça s'est mis en place au fil du temps, et aujourd'hui on intervient sur 3 piliers: la création des ouvrages, l'expertise avec la modélisation WaterSed, et puis le préventif avec l'agroécologie. Donc c'est important aussi ces principes-là, puisque ça permet d'expliquer comment on va après proposer les schémas d'aménagement et dans quelle philosophie d'intervention on imagine les schémas qui sont après testés avec l'outil WaterSed. Donc tout ça, si on retranscrit ça à l'échelle de nos 2 bassins versants, Canche et Authie, on arrive sur cette carte-là qui symbolise un peu, reprend un peu les différents modes d'intervention. Quand je vous disais qu'on est un syndicat à la carte, je ne détaille pas toute la légende, mais voilà, on s'adapte à ce que demandent les EPCI. Certains veulent qu'on intègre juste la partie proposition d'aménagement et puis le volet réglementaire, et après ils gardent la partie création des ouvrages. D'autres c'est que l'entretien, d'autres c'est tout. Donc voilà, on avait aussi cette philosophie-là de se dire ok, on n'a pas la compétence érosion des sols. Ça a été un choix fait à l'époque, et du coup on est un peu en adaptation permanente de ce que veulent les EPCI. Donc c'est pas neutre, c'est aussi pour ça, c'est un peu ça qui nous a aussi guidés vers le choix de cet outil, et puis la volonté de surtout le développer en interne, de pouvoir l'utiliser en interne. Ce qui nous amène à la coopération avec le BRGM. Donc vers la fin des années 2019-2020, on est arrivé à la fin du 10e programme de l'Agence de l'eau, et il fallait commencer à travailler sur le financement du 11e programme. Et donc on a eu un changement des conditions de financement de l'Agence de l'eau qui nous imposait de démontrer l'efficacité des ouvrages qui étaient proposés et mis en place. Donc deux critères ont été définis, à savoir un abattement de 100% pour une pluie de retour 5 ans et 80% pour une pluie de retour 10 ans. Donc ce sont les objectifs qui étaient à atteindre à l'époque du 11e programme. Aujourd'hui, 12e programme, ça a un peu évolué, on est sur des pluies de retour plutôt 1 an, 2 ans, voire les premières pluies qui impactent les secteurs aval. En parallèle, on avait la fin en fait de la transcription des lois NOTRe et MAPTAM sur notre secteur, avec notamment le regroupement de plusieurs EPCI pour former de plus grosses comités de communes, et notamment la mise en place de services GEMAPI dans ces EPCI, donc qui venaient un peu perturber nos habitudes de travail, puisque on avait d'autres interlocuteurs, et puis une volonté aussi des EPCI de s'approprier cette thématique. Donc il y avait un fort risque pour le CIMSEA quand même de perdre l'influence ou le rôle ou l'intervention qu'on pouvait avoir sur la lutte contre l'érosion. Donc on cherchait aussi une façon d'adapter notre pertinence et puis notre façon de travailler avec les EPCI à cette période-là. En parallèle, on était sur le développement d'un papier d'intention, et en fait c'est à l'occasion d'un colloque sur la modélisation que notre collègue animateur Papy a rencontré les premiers représentants du BRGM, puisqu'il y avait eu une présentation de l'outil WaterSed, et comme lui avait fait aussi un peu d'érosion au début de sa mission de CIMSA, il est revenu en disant tiens, il y a un outil qui peut être super intéressant, ça serait pas mal de voir si on peut pas faire un petit partenariat avec le BRGM.
Donc voilà, on avait cette volonté aussi de développer et de transcrire la connaissance qu'on avait du territoire pour pas que ça se perde non plus. Et on voulait garder, non pas la main, mais continuer à être dans le jeu des acteurs sur cette thématique-là. C'est comme ça qu'on a mis en place le partenariat. Ce qui nous a aidé aussi, tout à l'heure j'évoquais sur la mission animation, le volet aussi un peu recherche, innovation, développement, c'est qu'en fait on a un bassin-versant qui est pas très loin d'ici, qui accueillit 2 thèses de l'IMT, hein, donc anciennement École des mines de Douai, avec 2 thésards qui ont mis en place un système de mesure sur site, hein, c'est ce que vous avez à l'écran. Donc là, c'est un canal Venturi, en fait, avec la petite cabane où sont cachés les différents systèmes de mesure. Donc on avait un site d'une 50aine d'hectares qui nous permettait d'avoir des mesures in situ. Et ça a été super important pour nous sur un point qui est déterminant pour le modèle, c'est le calage du modèle, avec des données de proximité. Donc on bénéficie aussi, entre guillemets, des conséquences ou des retombées positives suite à avoir accueilli ces deux missions. Donc voilà, on a pris contact avec le BRGM, on a réfléchi un peu sur comment on pouvait se rapprocher un peu, et on a découlé donc c'est pas une animation, c'est plutôt un contrat qu'on avait avec le BRGM. L'idée, c'était donc de définir un cadre de modélisation globale à l'échelle de tout notre territoire. Donc ça, c'était la volonté d'avoir le même service et le même type d'études menées sur l'ensemble de nos 1200-1300 sous-bassins versants, avec après l'idée de développer de façon plus classique, avec les étapes un peu courantes de développement d'une étude, bassin versant par bassin versant. Donc cette opération-là, elle devait se dérouler sur 18 mois. On a un peu déroulé sur un peu plus de 2 ans, parce que ça prenait un peu plus de temps que prévu. L'objectif, ce qui est intéressant pour nous, c'est d'aller chercher la connaissance et le savoir-faire du BRGM sur la modélisation, et inversement, eux chercher un territoire un peu test d'études, donc avec des personnes qui connaissaient assez bien leur territoire, pour pouvoir rediscuter à chaque fois de la cohérence de ce que sortait le modèle avec les choses qu'on avait pu nous constater sur le terrain. Donc on a beaucoup échangé avec Valentin Landemaine notamment, justement sur le paramétrage du modèle, comment réagissait un peu tout notre territoire. Donc ça, c'était super intéressant du coup. C'était un peu plus poussé que ce qu'on avait l'habitude de faire. Et puis un deuxième point qui était crucial, c'était la nécessité, la volonté de former nos agents à l'utilisation de l'outil. Donc là, on voulait pouvoir apporter un conseil, un service à nos 10 EPCI qu'on avait fait sur le reste précédemment. Donc l'idée, c'était de se dire, au lieu que chaque EPCI y aille un peu de son bureau d'études avec des méthodes d'études ou des logiciels de modélisation un peu différentes, on va leur proposer d'avoir la même approche partout. Aussi pour une maîtrise des coûts. Là, l'idée, c'était de financer 2 animations au lieu de financer plusieurs bureaux d'études. Donc voilà un peu comment on a mis en place ce partenariat. Donc grossièrement, le logiciel Watersed nous permet de définir une première modélisation de l'état initial, donc qu'est-ce qui se passe avant proposition, de définir un état projeté, donc on prend notre petite carte, on définit un certain nombre d'aménagements que l'on place à droite et à gauche sur le bassin versant, on fait tourner la machine et on voit quel taux d'abattement nous sort le modèle. Et en fonction du taux d'abattement, s'il est conforme aux exigences des financeurs, on peut partir sur la négociation. Si ce n'est pas le cas, on reprend notre copie et on essaye de retravailler le schéma pour aboutir à des résultats qui sont cohérents et qui répondent aux objectifs. Donc ça, c'est un peu la philosophie très basique de l'objectif. Si on montre un petit exemple qui nous a beaucoup servi à faire un peu de pédagogie sur l'outil,
Voilà un peu l'idée, hein, ouvrage par ouvrage. Donc, on prend un premier cas où on simule le ruissellement. Donc, sans aménagement, on est sur un pixel du territoire où on constate 11 tonnes de sédiments qui sont transportés. On vient intégrer le positionnement d'une fascine dans l'outil de modélisation. On relance le run et voilà les résultats. On arrive sur 2 tonnes, un peu plus de 2 tonnes de sédiments transportés. Et donc, on compare avant-après, on définit l'abattement. Comme ça, sur chaque aménagement à l'échelle de la bassin versant complet. Donc, c'était aussi très important d'avoir ce type de sorties qui sont assez pédagogiques aussi. Ça permet aux élus et aux agriculteurs de se rendre compte un peu de l'ampleur du phénomène. Parce qu'on était souvent appelé sur des coulées de boue, mais on s'est rendu compte que finalement, sur certains petits événements de pluie, il y avait quand même des transferts sédimentaires au sein du bassin versant, mais qui n'apportaient pas forcément de gros dégâts sur les infrastructures ou sur les champs. Mais il y avait quand même ce phénomène qui était présent. Et puis de se dire, voilà, quel abattement peut dégager tel et tel type d'aménagement. Ça, c'était aussi intéressant avec un objectif de pouvoir développer beaucoup plus d'ouvrages que ce qu'on arrivait à négocier. Donc, je ne vous explique pas si ça a été le cas après, je laisserai Meline présenter, on va faire un petit peu de suspense. Mais voilà en tout cas la présentation de la structure et puis comment on est arrivé à travailler avec cet outil. Ouais. Du coup, moi, je vais plus vous parler des notions de base de Watersed, surtout des données d'entrée. Je vais peut-être juste afficher mon pointeur. Hop. Du coup, je pense comme vous le savez, pour faire tourner un modèle, il y a besoin de données d'entrée. Donc, il y a 4 grandes catégories de données d'entrée qui sont nécessaires pour Watersed. Donc, niveau topographie, occupation du sol, propriété du sol et les pluies. Donc, je détaillerai ensuite dans les diapos suivantes un peu le détail pour chacune de ces données. L'échelle à laquelle on va travailler. Donc, un petit point pour commencer sur Watersed. C'est un outil qui fait des bilans hydrologiques et non hydrauliques. Donc, il n'y a pas de notion d'étalement ou ce genre de choses. C'est vraiment au pixel. Pour ceux qui ne connaissent pas Watersed, ça fonctionne sur un logiciel qui s'appelle Sagagis, qui est un logiciel gratuit de SIG. Et donc, c'est plein de petits plugins additionnels qu'on vient mettre dans Sagagis pour l'utiliser. Donc ça, c'est un petit schéma de l'arborescence du modèle entre le lien des données d'entrée jusqu'à la modélisation. Donc vraiment, le travail sur les données d'entrée, c'est un point crucial pour un bon résultat de modélisation. Des bonnes données d'entrée donnent des bons résultats. Donc nous, nos données d'entrée, elles ont été produites dans le cadre du partenariat avec le BRGN, donc avec Valentin Landemaine. Donc, on va commencer par parler des données sur le relief et l'hydrographie. Donc, nous, on utilise notamment le LIDAR, donc, qui est maintenant aussi disponible en ligne, je pense sur presque tout le territoire. Donc, on travaille sur un MNT à 1 mètre. Donc, ça va nous permettre de générer déjà dans un premier temps, ça va être la base vraiment du modèle, et ensuite, ça va nous permettre déjà en premier temps de générer des données assez fines sur les axes de ruissellement. Donc, comme vous pouvez le voir, là, on est déjà sur une précision qui est comme hyper intéressante avec des axes de ruissellement qu'on verrait déjà pas forcément tout de suite sur le territoire, à l'œil nu. Par contre, il y a toujours un travail de terrain à réaliser en parallèle, parce que le LIDAR, forcément, on ne voit pas tout, on ne va pas voir notamment tout ce qui est pont, tout ce qui est busage, tout ce qui va être gros aménagements qui peuvent perturber les écoulements. Et puis, le LIDAR, c'est un instant T et des fois, ça évolue entre-temps sur le territoire. Donc, il y a toujours un travail avant de vérification et d'adaptation du MNT. Donc, de recalage des axes de ruissellement. Petit point, déjà, rien que la production des axes de ruissellement précis, ça a déjà été pour nous déjà une grosse avancée et c'est un gros point qui nous sert dès le début des approches avec les agriculteurs et les élus. Parce que cette précision, pour rien que positionner les ouvrages ou discuter des ouvrages,
ça devient presque incontestable et on voit des axes de ruissellement qui ne sont pas forcément visibles dans les champs, mais qui contribuent déjà avec un ruissellement diffus. Et ça permet de placer des ouvrages plus hauts que ce qu'on plaçait auparavant. Donc c'est vraiment un outil qui est vraiment intéressant. Dans les données de base aussi, il y a toute une partie sur l'occupation du sol donc, et sur les sols en tant que tels. Donc, sur l'occupation du sol, c'est plusieurs données qui ont été agrégées, donc avec notamment le RPG et la BD Topo. Donc le RPG, il y a tout un retraitement à faire dessus, parce que par exemple, nous sur notre territoire, c'est 106 cultures différentes présentes dans le RPG. Donc on ne peut pas donner des critères vraiment précis, et pour chacune de ces 106 cultures, ça ferait beaucoup trop long. Donc on les a regroupés en plusieurs critères, catégories de culture, selon leur période de semis, selon leur impact sur l'érosion, selon le travail du sol nécessaire, le type d'implantation. Et après, on va rentrer ça dans des grandes catégories qu'on appelle les codes LU, en fait. Donc nous, on a fait le choix de regrouper, par exemple, en culture d'hiver, culture de printemps, et on a ressorti certaines cultures qui, pour nous, étaient problématiques, notamment le maïs, la pomme de terre et la betterave, qui sont des cultures quand même qui sont fortement présentes sur notre territoire et qui sont les plus problématiques, notamment au moment de leur semis, la préparation du terrain, ce genre de choses, ou de leur récolte. Donc c'est pour ça qu'on les a sortis, on leur a mis leurs critères propres pour ces cultures-là. Ensuite, il y a les données de sol. Donc nous, on utilise le référentiel régional pédologique, donc qui va nous donner sur le territoire les différents types de grandes catégories pédologiques. Donc à partir de ça, selon le territoire sur lequel on est en train de travailler, on va déterminer dans quel grand groupe de textures ils vont se trouver. Si plutôt on est sur une dominante argile, intermédiaire, dominante limon, dominante sable ou sable pur. Donc à ça se rapportent des critères en fait pour chaque groupe de textures. Donc ensuite des données aussi importantes, donc c'est les données de pluie. Donc avec des données Météo France. Donc on a deux grandes catégories. On utilise deux grandes catégories de données pluviaux. Donc nous on a voulu prendre en compte la variabilité des précipitations sur notre territoire, parce qu'on n'a pas les mêmes types de précipitations sur les côtes et plus dans les terres. Comme on a un territoire assez étendu, on a voulu garder cette prise en compte ce critère-là. Donc en fait, notre territoire est maillé sur des mailles de 10 km. Et sur chacune de ces mailles, on a les coefficients de Montana pour chacune de ces mailles, qui va nous permettre ensuite de déterminer les volumes de pluie pour chaque pluie de retour. Donc, on a pour de PDR 5, il me semble, jusqu'à 1000 à peu près. Et donc là, vraiment, l'autre donnée de pluie qui rentre là, pour le coup, qui est intégrée dans la paramétrisation du modèle, c'est on a besoin des cumuls de pluie mensuels. Donc là, pour récupérer ces données-là, on utilise le site InfoClimat, qui est gratuit et disponible pour tout le monde. Et donc on va aller rechercher ces données de pluie, cumul de pluie mensuels, sur la station qui se trouve la plus proche de notre territoire d'études. Alors on n'a pas une station par territoire d'études, on essaie toujours de prendre celle qui est à la moins grande distance, on va dire, à vol d'oiseau. Donc, toutes ces données d'occupation du sol, de sol et de pluie, donc, vont servir ensuite à alimenter l'outil Input Generator, qui va servir à sortir des données de capacité d'infiltration, d'imbibition, de coefficient de Manning, de capacité de stockage en eau des sols, de détachement de la pluie par la pluie des particules, l'érodibilité et tout ce qui est cumul et durée. Donc, ce qu'on appelle la paramétrisation type expert.
Donc, c'est la détermination de l'évolution mensuelle des propriétés hydrodynamiques et érosives de chaque parcelle agricole. Donc, sur la base d'un ensemble de règles intégrant le type de culture, le type de pratique, le type de sol. Donc, nous, on va rentrer pour chaque type de culture la date de semis, la date de récolte et comment évolue la dégradation du faciès sédimentaire, de la rugosité et du couvert au fur et à mesure des mois. Et à partir de ça, selon sur le mois où on travaille et du coup les rugosités, faciès et couverts qui correspondent, il va y avoir des tables de conversion pour avoir les propriétés hydrodynamiques et érosives de ces critères. Donc tout ça, ça a été paramétrisé notamment sur la base de ce qu'Émilie parlait tout à l'heure, sur la Pomeroy. Il y a eu une comparaison, un calage de ces données par rapport au relevé qui avait été effectué au niveau du canal Venturi de la Pomeroy. Donc on sait que c'est des valeurs qui ont été observées sur notre territoire. Donc une donnée qui peut être, on peut dire optionnelle, ça dépend sur quel niveau de modélisation vous voulez aller, c'est l'intégration des schémas d'aménagement. En fait, je m'explique, c'est que quand on est en état initial, s'il n'y a pas d'aménagement sur le territoire, on peut ne pas les intégrer en fait. Donc on travaille sur trois grands types d'aménagement, donc tout ce qui est agronomie, aménagement léger, aménagement lourd, donc tout ce qui est stockage, action préventive, ça c'est plus, on peut voir notamment si les axes de ruissellement passent à travers des zones urbanisées, ce genre de choses, mais là, on ne peut pas tout changer non plus. Donc il y a différents types d'aménagements qu'on peut rentrer dans Watershed. Donc en aménagement HD, nous on rentre de la haie, de la fascine et de la bande enherbée. En aménagement en fil de l'eau, du fossé et du fossé à redans. En aménagement de stockage, donc on va être sur de la prairie inondable ou dit de plein champ, je ne sais pas comment vous les appelez, du barrage de Creuse, parce que c'est quelque chose qu'on a beaucoup sur notre territoire de la Creuse. De la mare, du bassin. Alors il y a une grosse subtilité quand même qu'on ne peut pas intégrer au modèle, c'est les débits de fuite. Parce que nous, quand on rentre un ouvrage de stockage, on pose un point, on se dit à cet endroit-là, il y a tant de volume d'eau à soustraire en gros, et c'est tout en fait. Si par exemple c'est plus que l'eau qui arrive, bah, le ruissellement s'arrête. Il n'y a pas de notion derrière de débit de fuite. Donc ça c'est un point qu'on espère un jour évoluera sur Watershed, mais c'est vrai que c'est un paramètre limitant, on va dire. Et au niveau agronomie, donc on peut intégrer le découpage parcellaire, l'assolement, des projets des fois d'assolement concerté qu'on peut y avoir. Le semi-direct, alors c'est un peu délicat, on peut rentrer notamment modifier par exemple l'état du couvert au moment du semi, donc on part du principe qu'il y a déjà un couvert quand on est sur du semi-direct, et que sur le sol, on n'est pas sur un sol qui a été retourné, ou sur donc les paramètres d'infiltration, tout ça sont différentes. Mais je reviendrai tout à l'heure sur l'étude de cas sur ce paramètre-là, on a fait un petit point là-dessus. Donc on peut, mais c'est pas encore très optimal, on va dire. Et donc à partir de toutes ces données d'entrée, rentre vraiment dans le modèle Watershed. Donc en sortie de ce modèle, on a 22 fichiers qui sortent. Donc différents types de données. Nous, on en utilise deux principalement. Où vraiment, là, c'est ce qu'on va... On peut servir des autres pour de la vérification, ce genre de choses, mais ce qu'on montre vraiment en réunion souvent, c'est le volume ruisselé et le flux sédimentaire. Donc c'est le volume et le flux sédimentaire qui ont circulé sur chaque pixel sur l'événement donné. Donc je vous ai fait un petit visuel. Donc là, avec le volume ruisselé, donc en mètres cubes. Donc plus on va vers le bleu, plus le volume est important. Et pareil sur le flux sédimentaire. Donc ce qui est bien aussi sur le flux sédimentaire, c'est qu'on va voir les zones de replat où il va y avoir de la sédimentation qui va se faire. Donc avec je ne sais pas si on voit bien, mais ici par exemple où
où on était sur une forte concentration, puis on diminue donc avec une zone plus claire. Donc ça, c'est assez parlant visuellement quand on fait des présentations. Je ne sais pas si Marielle, tu voulais faire un petit stop là avant pour les questions. Oui, on a quelques questions. La première, c'est est-ce que l'outil est utilisable sur QGIS? Sur QGIS, alors nous, on ne l'utilise pas. Je pense que c'est peut-être possible parce que Saga peut être un très grand QGIS, mais personnellement, nous, on ne l'utilise pas et je ne suis pas sûre que Valentin ne l'utilise pas non plus. Principalement, nous, quand on a fait la formation, c'était qu'avec SagaGIS. Donc, je pense principalement SagaGIS. Mais SagaGIS, c'est gratuit et accessible à tous. Donc, c'est pas très intuitif au début quand on commence, mais après, une fois qu'on est dedans, ça va. Ouais, effectivement. Je sais qu'on peut rajouter des plugins Saga dans QGIS, mais Saga n'a pas forcément mis à jour tous ces données. Donc, ça reste très compliqué et notamment, je pense que du coup, le plugin, l'outil Watersed en lui-même, il n'est pas installable sur QGIS. Je pense que c'est délicat, ouais. Donc, vaut mieux SagaGIS. La seconde question, c'est est-ce que vous faites une modélisation pour chaque parcelle et pour chaque mois? Peut-être, je pense que on va le voir avec l'étude de cas, mais peut-être rapidement savoir comment vous fonctionnez sur le syndicat. Du coup, les modélisations Watersed, c'est toujours à l'échelle du bassin versant, parce qu'on a besoin de savoir ce qui coule en amont vers l'aval, quoi. On a besoin d'avoir une vue globale. Après, on peut faire un zoom sur une parcelle, mettre un point de contrôle, mais j'expliquerai après, pour avoir la valeur qui coule dans un champ en particulier. Mais vraiment, à la parcelle, non, il n'y aurait pas d'intérêt, on ne verrait pas les interactions avec les autres parcelles, donc non, du coup. On a quand même des informations sur des pixels d'1 mètre carré sur l'ensemble du bassin versant. Donc, s'il y a besoin d'aller identifier les transferts de sédiments ou de volume d'eau ruisselée à un endroit précis du bassin versant, à partir du moment où il a intégré la modélisation, c'est tout à fait possible. Oui, chacune des cartes peut donner des infos précises sur les parcelles si jamais il y a des questionnements sur d'où viennent les exports qu'on peut retrouver à l'exutoire. Il y a les moyens de le connaître, quoi. Mais vraiment, de savoir à la parcelle près, c'est compliqué parce qu'une parcelle a très rarement un seul exutoire. Voilà. Et ensuite, il y avait une dernière question pour savoir ce que c'était un barrage de Creuse. Nous, dans la région, on a beaucoup ce qu'on appelle creuses. C'est vraiment des énormes fossés naturels de plusieurs mètres de large. En Seine-Maritime, c'est beaucoup des cavés, des ravins. Oui, chacun son appellation, je ne sais pas trop expliquer. En fait, c'est qu'on vient mettre des enrochements, ou alors il y a différentes formes de barrages de creuse. Il y a de l'enrochement, il y a du gabion, il y en a qui ont déjà fait en bois, mais les plus courants, ça reste en enrochement, et c'est pour venir stocker l'eau en fait dans un endroit naturel qui n'est pas utilisé et qui est déjà encaissé, donc il y a besoin de moins de terrassement, ce genre de choses. Donc c'est surtout jouer sur la régulation dynamique dans les creuses. L'idée, c'est de faire des petits caissons. En fait, souvent dans une creuse, on aménage plusieurs barrages, donc c'est comme des redans dans un fossé, sauf qu'il y a un peu plus de pente, c'est un peu plus costaud. Mais voilà, l'idée, c'est de faire un caisson et un système d'escalier. En fait, le ruissellement va arriver, va remplir le premier caisson. Avec le débit de fuite, l'eau va s'échapper sur le deuxième, sur le troisième, etc. De casser la vitesse du flux pour après éviter ou réduire les capacités érosives du ruissellement. Ok. La question suivante, c'était comment vous fonctionnez en termes d'analyse? Est-ce que c'est sur plusieurs années? Est-ce que vous prenez en compte le changement d'assolement sur les bassins versants? Oui, vous verrez après du coup sur l'étude de... On devance un petit peu. Ouais, mais c'est pas grave. Donc on travaille pour prendre en compte la rotation, donc 5 années du RPG. Alors jusqu'à présent, on faisait aussi 3 périodes de retour, mais après maintenant c'est plus une, mais on pouvait faire 3. Et donc ça permet de voir la différence selon l'assolement. Il peut y avoir des différences quand même assez importantes au niveau des résultats. On a choisi 5 ans, c'était pour intégrer notamment la culture de la pomme de terre. Où on savait que sur notre bassin versant, au moins une fois, elle revient au moins une fois tous les 5 ans sur un certain nombre de parcelles. Et ça, c'était avant toute discussion sur l'implantation des trois usines
afrite dans notre secteur. Donc voilà, c'est ce qui nous impose aussi de faire, et Emeline l'a dit, donc on étudie 5 années d'RPG avec chacune 3 périodes de retour. Donc ça veut dire 15 modélisations sur chaque bassin versant, à la fois quand on fait le diagnostic, quand on simule un schéma d'aménagement. À chaque fois, il faut développer les 15 modélisations une par une. Et donc, soit on fait des moyennes, soit on regarde, en ce moment, on est plutôt là-dessus sur le deuxième programme. On essaye d'identifier la pluie qui pose le plus de problèmes et l'année où il y a le plus de soucis. Et on base notre schéma sur ce moment-là. Alors, on n'a peut-être pas dit non plus, mais Watersed, c'est bien une modélisation d'une pluie donnée. C'est pas une modélisation sur l'année, on intègre une pluie de 2 heures et on voit ce que ça donne. Donc, pour avoir une idée aussi des quantités, alors déjà, nous, on s'est rendu compte en faisant ces modélisations que les tonnages de matière en suspension qui bougeaient dans les bassins versants étaient nettement plus importants que ce qu'on imaginait. Mais il faut se dire que c'est que pour un épisode de 2 heures. Si on multiplie par 10 ou 20 ou 30 pour être à peu près en cohérence avec les phénomènes qui se passent sur toute une année complète, bon, bah là, les volumes de matière en suspension qui transitent sont encore bien plus importants. Donc c'est vraiment une pluie de 2 heures qui est modélisée, quoi. Oui. Je sais qu'il est possible aussi de travailler sur des chroniques de pluie plus longues où en fait on fait tourner une première pluie par exemple de 2 heures, on récupère les exports, on les remet en entrée et vice-versa, on refait basculer une pluie, etc. Et du coup on peut travailler sur des chroniques de pluie avec des ensembles d'événements. Mais du coup effectivement c'est plus du tout le même temps à passer, etc. Et la même envergure de modélisation. Ouais. C'était un choix aussi et un peu un dilemme qui s'est imposé à nous, c'est-à-dire que est-ce que une fois que notre cadre de modélisation a été défini pour la canche et l'outil de façon complète, est-ce qu'on intègre au fur et à mesure où on développait nos études toutes les modifications, les ajustements, etc. de Watersed, ce qui pouvait nous conduire à des études à 2, 3, 4 vitesses qui n'étaient pas homogène pour les EPCI, ou est-ce qu'on se dit, bah non, il y a un cadre de modélisation qui a été défini, on essaie de s'y tenir autant que faire se peut pendant quelques années. C'était vraiment une question qu'on s'est posée. On a choisi de rester sur la deuxième option parce qu'à un moment donné, il y avait trop de modifications sur l'outil. Alors c'était hyper intéressant, mais on pouvait se retrouver limite en permanence à ajuster nos études. Et nous, on avait quand même un travail à rendre aux EPCI dans des temps qui étaient donnés. Donc même si c'était frustrant un peu pour nous de ne pas être à la page sur les dernières nouveautés de Watersed, tant pis, il a fallu qu'on fasse ce choix-là. Okay, merci beaucoup. Quel est l'ordre de grandeur des bassins versants sur lesquels vous réalisez les modélisations? Alors le maximum, je pense qu'on a monté en termes de taille de bassin versant, ça doit être 2000 hectares, je crois. Mais là, on frôle avec la limite du modèle. Enfin, on est plus autour de, vous verrez après, le Valigou fait 800 hectares, un peu plus de 800 hectares. On est autour de 1000, quoi, en moyenne. Oui, je crois que la limite du modèle, se joue en termes de pixels. Donc, si en fait on peut travailler sur des bassins versants plus gros, il faut agrandir les pixels. Oui, c'est ça. Si vous dégradez votre modèle, nous on travaille à 1 mètre. On a déjà fait plus gros, mais en dégradant à 5 mètres, quoi. Mais on n'est pas sur le même ordre de grandeur de données. Mais à la base, on avait un lidar sur 50 cm, donc on a dégradé d'office de 50 cm à 1 mètre. Pour justement éviter de se retrouver très vite contraint sur la taille des bassins qu'on pouvait modéliser. Et une autre question également, c'était sur tout ce qui était caractéristique d'aménagement d'hydraulique douce. Emeline, tu as effectivement parlé qu'on pouvait en ajouter. Est-ce que tu peux détailler un petit peu quelles sont les caractéristiques que le modèle demande? Pour les ouvrages... par exemple... Ah oui, j'ai pas les chiffres en tête, mais on a besoin des caractéristiques d'infiltration, de manille, de la taille des ouvrages, de la largeur. Et il m'en manque un. Attendez, je cherche une tête, parce que c'est vrai qu'on tourne au tableau. Il y a le volume, si jamais, pour les bassins. Le volume, oui, c'est ça. C'est ça. Je cherchais le 4e. Et effectivement, ça, c'est des valeurs qui sont issues de la bibliographie.
et qu'on peut changer manuellement si on le souhaite. À savoir que pour l'instant, les valeurs en tout cas que Valentin propose, c'est des valeurs qui sont issues des programmes de recherche de l'ARES, notamment sur la haie et la facile. Mais oui, ça, du coup, c'est des valeurs qui peuvent varier en fonction de ce que vous estimez correct sur vos territoires. Oui, après, nous, on utilise ces types d'ouvrages-là. Potentiellement, il y a possibilité d'en rentrer d'autres. Après, il faut avoir la bibliographie sur ces valeurs-là, en fait. Ouais. Et sur la partie, c'était marqué aussi la hauteur des talus. Du coup, ça sera un autre type d'aménagement ou plutôt jouer sur la topographie. Ouais, le talus, nous, on n'en ajoute pas, en tout cas. Pas quelque chose sur lequel on... Mais Valentin avait déjà, parce qu'en fait, on l'a laissé travailler et faire une étude de cas sur un des bassins versants, et qu'après on a redécliné, et lui pouvait modéliser, du coup, on fait pas des talus, mais c'est des haies sur des petits merlons, ce qui crée du coup des petites retenues. Et là, donc, c'est dans le paramétrage où il vient rajouter manuellement des volumes de stockage sur chaque type d'aménagement. Okay. Il y avait ensuite une autre question sur tout ce qui est pratique agricole, notamment sur tout ce qui est microtopographie. Comment c'est pris en compte dans le modèle? Comment ça influe les transferts de sédiments notamment? C'est-à-dire tout ce qui va être les buttes de pommes de terre, ce genre de choses? Ouais, sillons, etc. Oui, alors ça, c'est sur la rugosité au niveau de la culture de pommes de terre. C'est intégré au moment où on rentre la culture, en fait, les critères pour cette culture. C'est pour ça aussi qu'elle est à part des autres cultures. Quand j'ai présenté tout à l'heure les codes LU, elle a ses propres... on ne pouvait pas l'intégrer avec d'autres cultures parce qu'elle a vraiment des critères de semis qui sont différents, quoi. Et puis en fonction de vos pratiques agricoles, c'est ça qui est bien sur Waterset, c'est qu'on peut aussi choisir de les séparer ou de les regrouper en fonction, comme ce que toi t'as fait sur ton territoire. Mais voilà, on peut faire autant de codes LU si on veut, c'est juste que ça complexifie aussi le modèle par la suite. Mais si on fait en fonction des cultures que vous avez, ça coche pas le code LU qui est déjà existant, voilà, il suffit d'en créer un autre. Et par contre, ce qui reste le plus compliqué, c'est de mettre les paramètres qui vont avec. Ouais, c'est ça. Ce travail-là, on l'avait mené en partenariat avec la Chambre d'agriculture et puis, alors Pas-de-Calais et Somme, pour qu'il y ait consensus aussi dès le départ, techniquement, sur quel type de paramètres on mettait sur telle et telle culture, pour pas qu'après ça soit remis en question au moment de la présentation des résultats avec les agriculteurs. Donc on les a intégrés dès le départ aussi, sur ces choix techniques qui allaient après influencer les sorties du modèle. Et ensuite, deux questions sur les pluies. Il y a une première remarque sur le fait que vous modélisiez des pluies de 15 minutes. Il y avait un peu d'étonnement sur le fait que ça paraissait un peu court. Et la deuxième question, c'était sur les cumuls mensuels de pluie. Comment est-ce qu'ils sont utilisés? Alors, 15 minutes, oui, on peut avoir la donner jusqu'à la précision 15 minutes. Mais non, ce qu'on regarde sur la durée des pluies, c'est plutôt le temps de concentration des bassins. Donc, on est plus sur des pluies de 2 heures. Les orages, principalement, nous, on fait de l'orage mois de mai, 2 heures. Après, l'autre question, c'était sur les cumuls de pluie. Cumuls mensuels de pluie. Oui, ça, c'est ce qui est intégré notamment à la paramétration sur ce qu'on appelle le logiciel Prémage pour ceux qui ont fait la formation. Ça permet en fait les pluies, ces critères de pluie servent pour la dégradation, la prise en compte de la dégradation du sol au fur et à mesure des mois, au vu des cumuls de pluie. Enfin, je sais pas comment l'expliquer. Exactement. En fait, on a des données d'entrée qui sont rentrées. Du coup, pour chaque code LU, en tout cas culture notamment, il y a des données qui s'appellent CFR, donc couvert, rugosité, faciès. Et ensuite, en fonction des cumuls de pluie, ils vont se dégrader. Et du coup, en fait, on passe par exemple du C0 ou C2, etc. Et donc, par exemple, plus le R augmente, plus les sols vont se fermer et du coup, plus les sols seront fins, etc. Donc voilà, en fonction de chaque pluie qui tombe mensuellement, ces coefficients vont se dégrader plus ou moins rapidement. Du coup, c'est ce qui était représenté sur
sur cette diapo-là. Mais comme le dit Jérôme, c'est la modélisation, enfin l'évolution des états de surface du sol sur chaque type de culture. Voilà. Bah, très bien. Déjà, il y a eu beaucoup d'échanges sur cette première partie, donc je te propose de continuer sur l'étude de cas, du coup. Ouais, Si tu veux donner la parole. Du coup, comme on disait tout à l'heure, donc notre étude de cas, on a pris un bassin versant qui s'appelle le bassin versant du Valigo, parce qu'il alimente le cours d'eau qui s'appelle le Valigo. Valigo, du coup, qui est affluent de la Canche. Donc c'est sur la commune principalement d'Étaples-sur-Mer, pour ceux qui connaissent, territoire de la CA2BM. Alors le contexte un peu pour mettre un peu dans le contexte ce territoire-là, donc il y a un enjeu notamment au niveau inondation, parce qu'il y a une zone d'activité qui est souvent soumise à des coulées de boue, et notamment la caserne des pompiers, donc ce qui est un peu embêtant, et ainsi un enjeu qualité de l'eau, parce qu'il y a un captage sur ce bassin-là. Donc sur ce territoire-là, on a travaillé sur 5 périodes de retour, 5, 10, 30 ans, avec les cumuls de pluie associés. Donc comme on disait sur la durée, donc durée de 2 heures sur sol sec. Donc là, ce qui nous intéressait, c'est orage violent au moment du semis de pommes de terre, donc en mai. Donc on a testé sur une rotation de 5 ans, comme on disait tout à l'heure, avec une précision, donc avec un MNT à 1 mètre. Donc ça, c'est les points de contrôle. Donc c'est là où on va extraire les données. On va venir placer des points sur les pixels où on veut extraire des données en état initial et après proposition. C'est ce qui va nous permettre ensuite de faire les comparatifs. Donc on met ça souvent au niveau de nœuds hydrauliques ou alors des points qui nous intéressent particulièrement quand on va faire ressortir quelque chose ou ce genre de choses. Là, c'est une petite carte de caractérisation de l'aléa. Donc ça, c'est plus une carte de sortie, mais on en parle dès le début, on va dire, qui en fait qui est produite à partir des 15 données qu'on aura sorties, donc c'est-à-dire les 3 périodes de retour sur les 5 années du RPG. Donc c'est une agglomération de ces données pour produire cette carte-là. Donc pour exemple, on a pris 3 bassins, sous-bassins versants de ce territoire-là pour vous donner un peu des valeurs. Donc là, vous avez le bassin de Fromesan et le bassin versant du bois de Fromesan. Donc vous voyez déjà, on n'est pas sur les mêmes quantités d'eau et de terre entre ces 2 bassins versants. Donc un bassin qui est plus productif que l'autre. On voit aussi que les résultats sont pas énormes en termes d'abattement sur ce territoire-là. Donc, notamment Fromesan, où malgré la présence de haies, de fascines et d'un bassin, les résultats restent faibles, mais ça s'explique aussi notamment par une pente qui est très importante, qui réduit aussi l'impact des ouvrages HD. Ça me paraît déjà pas mal, 5 haies et 7 fascines, c'est ce qu'on proposait plutôt initial, mais en fait, on se rend compte que pour atteindre des bons résultats, il faut mailler bien plus le territoire et dès plus haut. Donc, ce schéma-là serait à retravailler pour atteindre les objectifs. Et le bassin du bois de Fromesan, donc on voit que les abattements sont faibles, mais que les valeurs déjà initiales sont assez faibles. Et en fait, c'est un bassin qui est déjà très enherbé. Et donc l'herbe, c'est un des cultures qui est le meilleur en termes d'érosion. Donc quand on a des secteurs comme ça déjà finalement très bons, c'est compliqué de descendre encore plus bas en fait. Donc c'est un peu le jeu, quoi. Et ce deuxième bassin versant, donc qui est le bassin versant du tête de bassin, enfin sous-bassin versant en tête de bassin du grand bassin versant du Valigo. Donc là où les volumes sont beaucoup plus importants en termes de volume de terre et d'eau, et où les abattements sont quand même un peu mieux, surtout en termes d'abattement sédimentaire. Donc ça s'explique par beaucoup plus d'ouvrages, comme vous pouvez le voir, de haies, fascines, bandes enherbées, qui vont permettre de réduire ces volumes de terre. Et au niveau des volumes d'eau, alors l'hydraulique douce, c'est pas fait principalement pour gérer des volumes d'eau, c'est surtout pour des volumes sédimentaires, des flux sédimentaires. Donc il y a quand même quelques ouvrages de stockage, comme vous pouvez le voir, les points bleus. Mais le truc, c'est que ces ouvrages-là, en partie, existaient déjà. Donc ils sont déjà pris en compte dans l'état initial. Donc quand vous les remettez forcément dans l'état avec ouvrage proposé, il y a une annulation de leur efficacité. On ne cherche pas à avoir leur efficacité dans l'abattement à la fin, en fait.
ce qu'on nous demande, nous, l'agence de l'eau, c'est un état initial avec les ouvrages existants. Donc, on va dire que leur effet s'annule avec la différence des deux résultats. Petit zoom, on a voulu faire un petit zoom sur ce territoire-là, sur l'impact du découpage parcellaire, parce que on s'est rendu compte que c'était un des critères sur lesquels il y avait les meilleurs, de bons résultats quand on proposait du découpage parcellaire. Donc là, c'est un découpage qui a existé, du coup, apparemment, donc entre 2015 et 2019. Donc on se rend compte que pour 2018, il y a la parcelle qui se trouve ici, donc entourée en rouge, et notre point de contrôle où on a pris les valeurs, c'est ici. Donc vous voyez les valeurs ici. C'est l'année où les résultats sont les plus faibles, malgré la présence de betteraves qui, pourtant, en mois de mai, est quand même encore une culture à risque. Donc c'est le fait du morcelage des cultures, du passage d'une culture à une autre qui va faire un abattement au niveau sédimentaire et du volume d'eau. Pour d'autres assolements qui se ressemblent, par exemple 2016-2017, où là il n'y a que deux sortes de cultures, on voit que la présence d'herbes, tout de suite, ça va avoir un impact plus important que, par exemple, si c'était de la culture de printemps. Et pour les années 2015-2019, donc là c'est de la monoculture sur tout le petit carré rouge, le parcellaire rouge. Donc avec la plus grosse production, donc là c'était du culture d'hiver, je pense que c'était du blé. Et alors là, en mois de mai, les résultats sont pas très bons, mais il faut se dire qu'en période hivernale où le blé est le plus à risque, les résultats risquent d'être encore plus mauvais. Donc voilà. Donc le découpage parcellaire, c'est vraiment un outil qu'on essaie de plus en plus de proposer parce que on se rend compte que ça a des bons résultats. Tout à l'heure, on parlait du semi-direct. Donc ça, c'était une présentation que nous avait fait Valentin du BRGM pour parler un petit peu du semi-direct. Donc on se rend compte avec le semi-direct que au semi, la capacité d'infiltration est plus importante au conventionnel. Quand on a retourné la terre, l'eau s'infiltre mieux. Mais par contre, l'eau qui qui va s'écouler est 2 fois plus chargée en MES parce qu'il n'y a pas cette notion de terre qui est retenue. Donc, mais au bout d'un moment, les deux modes de culture se rejoignent quand il commence à y avoir du tassement dû à l'eau, la croûte de battance. Au mois de janvier, les deux techniques se rejoignent, aussi bien en termes de capacité d'infiltration qu'en concentration en MES, qu'en partir du mois de mars en érodibilité. Donc, avec l'érodibilité, on se constate qu'en semi-conventionnel, le risque de formation de ravines est bien plus importante. Forcément, comme il y a plus de MES qui partent, on a plus le risque d'avoir la formation de ravines dans les cultures. Donc, pour vous donner une petite notion de temps, de combien de temps peut prendre ce genre d'étude. Donc, cette étude, on l'a réalisée de la période du juillet 2022 à septembre 2023. Alors, en temps de charge de travail, où vraiment j'ai fait que de la modélisation et de la préparation de réunions, ça m'a pris à peu près 37 jours à plein temps. Et ça a nécessité 5 réunions, donc 4 avec le monde agricole, notamment pour ajuster les propositions d'aménagement. Donc ça a tout été un jeu d'échange avec eux pour finalement jouer plus là, le type d'ouvrage, ce genre de choses. Donc voilà. Donc petit point sur, on va dire, les points forts, les points de vigilance du modèle. Alors, en termes d'avantages du modèle Watershed, c'est sa flexibilité. Enfin, pour nous, c'est la flexibilité de l'avoir en interne. Quand on travaille avec un bureau d'études, on a un nombre de modélisations limité. On ne peut pas faire, comme je disais là avec le Valigo, ce jeu de modélisation plusieurs fois, de retour avec les agriculteurs, remodéliser. C'est plus compliqué quand on est en contrat avec un bureau d'études. Que nous, finalement, ça prend du temps, mais on peut le faire en quelque sorte autant de fois qu'on le veut. C'est aussi ce critère d'homogénéité des études. Nous, on a choisi de plus ou moins toujours faire les mêmes paramètres d'entrée en termes de période de retour et de type de pluie qu'on modélise. Au niveau de la réactivité, comme on a le modèle, on utilise le modèle en interne, on n'a pas besoin de passer par la phase appel d'offres, notamment. Et pour nous, on a trouvé que d'acquérir les compétences sur le modèle Watershed, ça nous a apporté beaucoup de compétences, ne serait-ce qu'en SIG général,
parce que finalement, il y a plein de choses qu'on a appris pour utiliser Waterset, qu'on se sert maintenant dans d'autres conditions. Donc, c'était super enrichissant. Et au niveau de l'analyse aussi des données, c'était un super retour. Les points forts du modèle, c'est aussi la modélisation donc, des volumes d'eau et des flux sédimentaires. Donc, à ma connaissance, je ne sais pas s'il y a d'autres modèles, je ne pense pas qu'il y ait d'autres modèles qui le génèrent aussi bien, on va dire. Les données, que le logiciel est en open source. Bon, après, on peut télécharger, le modèle il est téléchargeable, il n'y a pas de souci. Après, je pense quand même que c'est mieux d'avoir une formation. On a déjà vu des utilisations du modèle par certains bureaux d'études sur deux choses, où les résultats, il y avait un peu à revoir, on va dire. C'est d'où l'importance vraiment des données qui sont rentrées en entrée du modèle, c'est hyper important. Et les données d'entrée qui sont, alors elles sont relativement faciles relativement faciles, on va dire, elles sont toutes gratuites à part les données Météo France. Donc après, il faut un peu chercher où les récupérer, mais dans l'ensemble, tout est récupérable, on va dire. Dans les éléments anticipés, alors quand même, avant de se lancer dans Waterset, on acquiert beaucoup de connaissances en utilisant Waterset, mais il faut quand même avoir un minimum de connaissances en SIG avant de se lancer. Si vraiment vous ne maîtrisez pas du tout le SIG, il faut déjà commencer à travailler un peu le SIG avant de se lancer dans Waterset, on va dire. Point qui est important, qu'on n'avait pas forcément beaucoup anticipé nous avant, c'était le stockage des données. Waterset, ça sort beaucoup de données. Et il faut avoir pris en compte la place que ça prend. Donc ça, c'est quelque chose, point d'importance quand même à voir. Alors le temps que ça prend. Waterset, quand on veut bien le faire, il faut vraiment prendre son temps dessus, quoi. Faut pas se dire on va faire ça entre deux trucs, je vais y revenir. Quand on se lance vraiment en modélisation, il vaut mieux s'y mettre vraiment à plein temps et pas être pris sur d'autres choses, quoi. C'est vraiment pour une bonne production, on va dire, il faut savoir s'accorder du temps pour le produire, quoi. Une bonne gestion des données, c'est un peu comme le stockage. Waterset, ça produit beaucoup de données. Et si vous voulez avoir après par la suite un bon traitement, il faut un bon rangement des données pour comparer ce qui est comparable, on va dire. Il faut toujours se souvenir finalement avec quoi j'ai produit ces données-là, ce genre de choses. Donc si vous voulez avoir une bonne analyse derrière, il faut une bonne gestion des données. Et après, c'est vrai pour tout, mais particulièrement sur Waterset. Avoir une analyse critique des données, faut quand même prendre le temps de regarder ces résultats et de dire pourquoi j'ai ça. Si vous voulez avoir aussi une bonne retranscription lors des réunions, ce genre de choses, il faut prendre le temps d'analyser ces données. Comme je disais tout à l'heure, pour le recalage des axes de ruissellement, pareil, prendre le temps d'aller voir sur le terrain le secteur que vous avez modélisé, recaler les axes, et aussi ça explique des fois aussi les résultats. Certains éléments de paysage, ce genre de choses qu'on ne voit pas forcément sur Carto, expliquent des fois pourquoi on a tel ou tel résultat. Après, les limites techniques de Waterset, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est la taille des bassins versants modélisables. Après, si vous dégradez, vous pouvez toujours faire plus grand, mais si vous voulez garder tout, nous, on a l'habitude de travailler toujours à 1 mètre. On sait qu'on est limité à peu près à une taille de bassin versant donné, quoi. Après, c'est la limite que c'est le logiciel est non dynamique et non hydraulique. Alors ça, c'est un point, notamment quand on veut, c'est pas des données suffisantes quand on veut travailler sur la prévention des risques d'inondation. Comme je disais tout à l'heure, on n'a pas de notion d'étalement. Les données, c'est au pixel et il n'y a pas de notion d'étalement de la lame d'eau. Et au niveau des hauteurs d'eau, et aussi, on a les résultats, en fait, quand les résultats sortent, c'est au bout des 2 heures de pluie, quoi. Il n'y a pas de notion au fil du temps des 2 heures, comment évolue la lame d'eau, ce genre de choses. C'est vraiment des données bilan, en fait. Et ensuite, un point noir aussi pour nous, c'est il n'y a pas de prise en compte des débits de fuite sur les ouvrages de stockage. C'est quelque chose qu'on nous relève assez souvent quand même. On espère qu'un jour, il y ait. En conclusion et un peu perspective pour nous, donc c'est quand même c'est un outil qui nous a permis de développer largement nos compétences et nos expertises, aussi bien d'aide à la décision pour nous techniciens, pour nos élus ou pour même quand on discute avec les agriculteurs. Après, il faut bien se dire que dans un projet, Waterset, c'est qu'une étape, quoi. La modélisation, c'est qu'une étape. Après, il y a encore toute la négociation qui peut être difficile.
et qui permet pas toujours d'atteindre les objectifs escomptés. On a des fois entre ce qu'on propose et ce qui est négocié, on a parfois de la perte en ligne quand même. Donc, ce qui fait que après remodélisation de ce qui est négocié, on n'atteint plus les objectifs escomptés, quoi. Et après, avec WaterSed, on place quand même beaucoup d'ouvrages, plus qu'on aurait proposé auparavant, et les EPCI n'ont pas toujours imaginé le budget qui va derrière, quoi. Alors, au niveau perspective, là, actuellement, on a des données qui sont quand même paralysées au plus récent 2019. Donc là, notre but, c'est d'actualiser nos données sans l'appui du BRGM, du coup, maintenant de notre propre chef, de revoir un peu nos priorisations de bassins versants, parce que là, avec les nouvelles gouvernances qui changent, c'est comme partout, les évolutions, les demandes des EPCI changent selon les bassins qui ont été touchés par des inondations, ce genre de choses. Donc, développer l'exploitation des données de sortie WaterSed. Donc, c'est vrai que nous, on exploite beaucoup de données. C'est le volume de terre et le volume d'eau. Mais il y a plein de données qui sont intéressantes, qui sortent, mais qu'on a du mal encore à montrer lors de présentations. Ça, nous, on les regarde, mais on ne les présente pas forcément. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on veut développer. Encore plus développer cet outil-là dans la négociation. C'est vrai qu'on en parle un peu réunion, mais on a encore un peu du mal à produire des données utilisables sur le terrain ou ce genre de choses. Et on espère un jour l'évolution, ça c'est plus perspective pour WaterSed en général. On espère un jour qu'il y ait une évolution du modèle vers un fonctionnement plus hydraulique et dynamique pour notamment servir pour notre papy. Mais pour l'instant, c'est pas encore actuel. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Ouais, je pense que c'est bon. Merci déjà beaucoup pour votre présentation. Il y a plusieurs questions, notamment sur l'adhésion des agriculteurs sur vos propositions et notamment celles que vous avez présentées sur le modèle. La première question, c'est comment est perçu le découpage parcellaire déjà auprès des agriculteurs et puis de manière générale, est-ce qu'il y a des réticences pour mettre en place différents types d'aménagements par rapport à d'autres? Au niveau du découpage parcellaire, ça dépend vraiment des secteurs sur lesquels on est. C'est vraiment quelque chose de local. Pour le Valigo, c'était quelque chose qui n'a pas forcément posé problème d'en discuter. Non. Pour le Valigo, ça a été. Après, il y a d'autres secteurs où c'est peut-être. Là, c'est de la culture, grande culture, mais les parcelles restent encore à taille raisonnable. Sur vraiment les grandes plaines, plus du Terno, tout ça, c'est un peu plus compliqué. Après, sur les propositions de type d'aménagement, est-ce qu'il y a des trucs préférés? C'est pareil, ça dépend vraiment des secteurs. Il y en a qui vont préférer de la zone enherbée pour ne pas être embêtés par des obstacles. Il y en a qui préfèrent de la facilité parce que ça prend moins de place. C'est vraiment... Ça dépend des secteurs et ça dépend des types de problèmes. Pour le coup, il y a un peu les deux. Pour compléter un peu, du coup, le redécoupage parcellaire, c'est un peu l'appellation classique qu'on évoque, mais là, sur le Valigo, par exemple, ce qu'on a montré, c'est pas forcément un découpage parcellaire. C'était un îlot où l'agriculteur avait déjà des habitudes de redécouper en plusieurs pièces, on va dire. Donc, c'était aussi une des demandes de l'agriculteur de tester un peu quels étaient les volumes de ruissellement quand il faisait tel ou tel assolement sur son îlot. Donc, après, nous, on ne propose pas forcément le redécoupage parcellaire, parce que on l'a testé, ça nous a emmené vers des discussions sur des aménagements fonciers qui, du coup, sont un autre type de procédure. Mais au moins, on peut déjà évaluer au sein d'un îlot de 45-60 hectares un redécoupage avec telle et telle culture, l'impact que ça pourrait avoir. Et ça parle assez aux agriculteurs qui, des fois, le font déjà par eux-mêmes et qui veulent se rendre compte un peu des résultats que ça peut donner, ou des agriculteurs qui semblent convaincus et qui, du coup, se lancent là-dessus. La difficulté de cette solution-là, c'est que ça reste sur le volontariat des agriculteurs. Ce n'est pas un ouvrage hydraulique avec un code d'identification, etc. Donc, c'est une éternelle attention sur la pédagogie à faire avec les différents agriculteurs. Et du coup, il y avait une des questions qui était si on pouvait récapituler un petit peu comment vous fonctionnez. Est-ce que vous présentez, vous faites d'abord la modélisation que vous présentez aux agriculteurs, ou vous faites une première modélisation, vous discutez avec eux et vous refaites ensuite des modifications suite à vos échanges? Comment ça fonctionne? Sur le Valigo, on a fait une première. Donc, déjà, on présente comment va travailler le modèle, qu'est-ce qu'on va chercher à voir, etc. On fait une première modélisation de l'état initial. Et ce qui est déjà important, c'est de faire valider cet état initial
par les agriculteurs, avant de parler de schéma d'aménagement. Emmeline vous a projeté du coup la carte avec les aléas. C'est pas innocent, ça veut dire qu'on se sert de cette carte-là aussi pour identifier les secteurs sur lesquels, au sein d'un bassin versant, il va falloir avoir une attention particulière parce que c'est certains groupes de parcelles qui tous les ans produisent du ruissellement par rapport à d'autres secteurs où une année ou deux sur les 5, il y a moins de problèmes qui se posent. Donc ça, d'avoir un premier échange avec eux sur quelles zones sont les plus productives, contributives, ça permet après déjà de démontrer qu'on ne va pas juste appliquer une théorie et puis voilà, ça va être pour tout le monde pareil. On s'adapte aussi à chaque bassin versant. Donc ça veut dire, je rebondis sur un élément qu'avait dit Emmeline aussi, c'est que on a cette théorie, mais même si Watersed est performant, il faut toujours quand même avoir quelqu'un qui puisse être en capacité d'analyser les données produites et de voir si véritablement c'est ça qui se met en place en termes de dynamique sédimentaire sur un bassin versant. Il faut être capable d'avoir à la fois cet œil d'expertise de terrain et puis de pouvoir toucher au SIG pour faire tourner l'outil, quoi. Mais là, du coup, vraiment sur le Valigo, comment on avait fonctionné, c'était état initial, présentation. Après, on a fait un premier schéma. On avait fait un premier schéma. Ouais. Alors, ça dépend des secteurs, mais généralement, on arrive quand même avec une petite base. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a approché et on a pris chaque secteur par chaque secteur avec tous les agriculteurs qui étaient présents. Et ils ont plus ou moins prévalidé tous les ouvrages. On les a bougés en direct. Ça nous a permis de faire on a fait un peu un atelier participatif sur le positionnement du barrage. Lors de la première réunion, on leur a aussi demandé quelles étaient, eux, leurs propositions. Parce que c'était aussi le contexte qui allait avec cette étude de bassin versant, c'est qu'eux avaient déjà des idées en tête sur ce qu'il fallait aménager. Donc, on a testé aussi leur premier schéma d'aménagement. Et après, on a présenté les résultats, les impacts que ça pouvait avoir. Les impacts n'étaient pas assez importants, donc on a refait une deuxième modélisation en rajoutant des ouvrages qu'on avait déjà un peu rediscuté avec eux sur des cartes interactives. Mais ça, c'est super, c'est un outil supplémentaire pour appuyer la discussion que vous avez entre vous et entre les différents acteurs. Et du coup, il y a une question qui est un petit peu corrélée, c'était, Émilie, tu en as déjà parlé un petit peu au début, quel niveau d'application dans le rôle de la Chambre, enfin, quel est le rôle de la Chambre, son niveau d'implication, et puis si jamais c'était le cas, quelle forme avait ce partenariat avec la Chambre? Ils étaient présents à cette réunion-là, parce qu'après, c'est eux qui négocient les aménagements. Donc, nous, Watersed, on l'a imaginé aussi dans la continuité du partenariat qu'on avait établi avec la Chambre d'agriculture depuis le début de 2008 sur notre secteur. Donc, tout ce que j'ai passé au démarrage sur la méthodologie, les piliers, l'intervention, les différents facteurs, etc., tout ça, ça avait été mis en place à deux voix avec la Chambre d'agriculture. Donc, on tenait aussi, même si on voulait disposer de l'outil, à continuer à les associer. Parce que forcément, si nous, on propose des ouvrages avec notre casquette SIMCA et qu'eux viennent avec leur casquette Chambre, le taux d'acceptation des agriculteurs est toujours supérieur quand c'est la Chambre qui propose. Donc, il y avait cet enjeu de les associer tout au long de la démarche. Et donc, à certains points précis de la construction de notre paramétrisation du modèle, on les a associés. Ce que j'évoquais sur les CFR, ce qu'on a fait du coup en s'appuyant sur les CFR de la Pomeroy, à l'époque, on faisait les relevés de terrain ensemble. Il y avait un agent de la Chambre et un agent du CIMCA. Le travail sur les CFR, sur les autres types de cultures, on l'a validé avec eux aussi. Et après, ils sont associés à chaque secteur d'études. Donc, on retient aussi les propositions qu'ils peuvent formuler. Tout ça aussi parce que, comme je le disais, c'est eux qui sont chargés après de négocier une partie des aménagements. Donc, on les associe dès le départ pour qu'ils soient partie prenante de la démarche. Et comme je le disais, l'enjeu, c'était d'éviter que tout ce travail-là n'aboutisse à une réunion de crise où on nous dit « non, vous ne savez rien, nous, on va vous montrer ». Et voilà, il n'y a pas eu de discussion ou de concertation plus que ça. Donc, c'est une démarche d'intégration du départ. Alors, ce qui a été un peu, pas problématique, mais on a mené ce travail-là, ce partenariat, à un moment donné aussi où il y avait un turnover au niveau des équipes de la Chambre d'agriculture du Pas-de-Calais, notamment, avec qui on avait l'habitude de travailler. Donc, il y a eu un petit
un petit flou ou un petit, comment dire, une baisse de régime à un moment donné, le temps que les nouveaux conseillers chambres bah, se fassent leur idée du territoire et puis soient intégrés à la démarche. Ok. Je sais pas si ça Et- répond. Des questions qui sont corrélées du coup avec la discussion. Qui paye? Est-ce qu'il y a un reste à charge aux agriculteurs? Qui entretient? Quelle période d'entretien? Est-ce que c'est remis aux propriétaires? Voilà, des questions vraiment sur la mise en œuvre ensuite de ces aménagements. Alors, Watersad, on l'utilise à la place des études classiques portées par les EPCI. Donc, les ouvrages qui sont négociés, même si on a de plus en plus de mal, sont financés à 100% par de l'argent public. Donc, il n'y a pas de reste à charge pour les agriculteurs. Soit on va chercher des financements agences de l'eau, donc avec les critères d'efficacité des schémas qu'on a évoqués. La région finance un peu aussi. Le département du Pas-de-Calais avant financé, mais maintenant ils ont arrêté avec les lois MAPTAM. Donc le reste à charge après est assuré par le PCI. Et sur l'entretien, on a mis en place du coup les plans de gestion depuis une dizaine d'années maintenant. C'est aussi un entretien qui est géré par la collectivité. Puisqu'on considère que c'est un ouvrage qui appartient à la collectivité. Donc derrière, on met en place des plans d'entretien avec des équipes, alors soit en régie au CIMCA ou soit dans les EPCI qui sont chargés d'intervenir sur les ouvrages. On a mis ça en place parce que sur certains secteurs où il y avait eu des schémas d'aménagement de créer, au bout de 4-5 ans, il restait 50% des ouvrages. Donc, même si c'est un montant qui est important pour les collectivités, le fait de continuer à entretenir ces ouvrages, ça permet de maintenir une certaine efficacité. Ça rejoint les 5 piliers sur lesquels on travaille, qui sont indiqués dans le SAGE. Assurer la pérennité des ouvrages, nous, elle passe par les plans de gestion et un entretien assuré par la collectivité. Ce qui est de plus en plus délicat à continuer parce qu'on a de plus en plus d'ouvrages avec des budgets de collectivités qui se réduisent. Mais bon, pour l'instant, ça tient. Merci beaucoup. Ensuite, du coup, je vais revenir sur des questions vraiment plus modélisation. Alors, il y avait un ensemble de questions sur, sur le temps passé. Donc, il y avait les 37 jours pour, du coup, c'est ce que j'ai répondu pour 863 hectares, donc le bassin versant de Baligo. Et ensuite, du coup, il y avait des questions complémentaires sur à quoi ça correspond en termes de volume de données et est-ce qu'il faut une puissance de calcul importante pour un ordinateur pour faire tourner Watersed? Moi, j'utilise un ordinateur classique, pas spécialement plus puissant. En termes de volume, alors là, je n'ai pas les chiffres en tête, j'avoue. Faudrait que je regarde un fichier, voir combien il fait en poids. C'est aussi parce que nous, on s'est astreint à 3 modélisations de pluies de retour et puis 5 modélisations de RPG. Donc, si vous partez sur une pluie de retour seulement avec un seul RPG, forcément, ça va aussi diminuer, mais on parle quand même de gigas de stockage à prévoir, quoi. Ouais, c'est plusieurs dizaines de gigas à prévoir pour chaque modélisation. Ouais, c'est quand même beaucoup. Nous, sur le réseau global du CIMCA, c'est le dossier qui pèse le plus lourd. Ah oui, largement. Bien avant les dizaines de milliers de photos. Ça détrône tous les autres. Tous les autres dossiers. Et il y avait une seconde question au niveau du temps, mais cette fois-ci sur le temps terrain. Combien de temps ça vous a pris pour vérifier et corriger les axes? Comment vous priorisez certains axes par rapport à d'autres? Et est-ce que vous le faites en temps de pluie? Enfin, peut-être expliquer un peu votre fonctionnement pour la partie terrain pour confirmer le modèle. Alors, sur la partie terrain, donc en préparation des données vraiment avant d'aller vérifier les axes sur le terrain, ça nous prend à peu près une journée pour produire le MNT, générer les axes, faire nos atlas pour aller voir sur le terrain. Ouais, petite journée.
Et après, sur le terrain, alors ça dépend la taille du bassin versant et selon les bassins, il y a des bassins qui sont plus ou moins un bassin très agricole où il y a peu qui passent les ruissellements passent dans peu de zones artificialisées. C'est pas trop en une journée, c'est fait. Pour les zones où il va y avoir des grosses routes qui vont passer, où du coup il va y avoir beaucoup de passages sous des gros axes, c'est plus compliqué. Des zones où il y a déjà des ouvrages existants, c'est plus compliqué. Quand il y a du réseau pluvial ouais, aussi. où il y a beaucoup de réseau pluvial, il faut rechercher où ça va, quoi. Donc ça, c'est ce qui prend. Ouais, ça peut prendre. Sur les bassins versants où il y a vraiment que de l'agriculture, le modèle, ça fonctionne très bien. Ouais. Les axes de ruissellement sont il y a quasiment pas de recalage. Très fins et ouais, c'est vraiment à la marge des modifs. Donc voilà. Pour répondre tout à l'heure à la question d'à peu près d'un poids d'un fichier, pour nous, un fichier, par exemple, rien qu'un état initial, c'est déjà 25 gigaoctets. Ça peut aller super vite. Mais plus vous faites d'années ou plus vous faites de périodes de retour, plus c'est long, quoi. Enfin, plus c'est lourd, quoi. Voilà. Pour revenir sur l'aspect calage, est-ce que du coup, là, on a parlé de l'aspect calage sur les axes de ruissellement et d'un point de vue quantitatif, notamment avec la station de mesure de Pomeroy, est-ce que vous avez vu ça j'en doute pas, mais un intérêt sur le calage? Est-ce que vous avez dû recaler fortement les données? Ça, c'était plutôt sur peut-être la partie de Valentin au tout début. Mais est-ce que il y avait, ça a confirmé d'un intérêt du calage? Quelle était la différence? Est-ce qu'il y a eu un calage important qui a été effectué ou globalement les informations, elles étaient cohérentes? Ça, pour le coup, c'est vraiment un truc de Valentin sur le calage. Je pense quand même qu'il y a eu selon les territoires où il avait déjà travaillé et notre territoire, il y avait quelques différences quand même. Après, plus précisément, peut-être pas sur toutes les données, c'était vraiment plus sur le sol et les cultures. Après, il faut voir ce qu'on entend par calage, parce qu'il y a le calage de la pluviométrie, ça c'est OK. Mais il y a aussi la grosse phase sur laquelle le BRGM a beaucoup travaillé, c'est le nettoyage et la préparation des données d'entrée. On a parlé de RPG, etc. L'agglomération de toutes les données, c'est assez lourd. Il fallait s'assurer qu'à l'échelle de tout notre territoire, on avait des RPG avec sans aucun trou dans la raquette. Donc avec le rajout des routes, tout ce qui est artificialisé, il y a toute une agglomération des données qui est assez lourde, quoi. Ça a pris quasiment 1 an, de façon un peu aller-retour. Ouais, c'est ça, le temps de faire valider, de vérifier, d'ajuster un peu. Valentin n'était pas non plus à 100% de son temps dédié à ce partenariat. Donc on alternait aussi avec des moments où il n'était pas là pendant quelques mois parce qu'il était parti ailleurs. Donc ça a pris quand même une bonne année. Et c'est vrai que même si l'outil est téléchargeable en ligne, je pense que tout ce volume-là de choses à caler, pas seulement le paramétrage, quel volume on met pour tel ou tel ouvrage, ou quelle est la capacité d'infiltration de tel et tel aménagement, il y a vraiment le toilettage et la préparation de toutes les données d'entrée qui sont hyper importantes. C'est vrai que pour le coup, nous, on a des données prêtes à l'emploi. Valentin nous a produit des données prêtes à l'emploi. On a cette agglomération, donc RPG, par exemple BD Topo pour les routes, ce genre de choses, déjà prêt à l'emploi. On n'a plus qu'à découper selon le secteur où on est, en fait. On ne régénère pas toutes ces données entièrement à chaque modélisation. Pour le coup, c'est vraiment un jeu de découpe après. Mais forcément, il y a eu toute cette préparation de données qui a été faite par Valentin au moment du partenariat, auquel on a participé, mais c'est vrai que sans son aide, on aurait mis beaucoup plus de temps, quoi. Oui, la paramétrisation, c'est vraiment un point hyper important où le calage, pour le coup, est vraiment nécessaire sur ce type de modèle. Pour un titre de comparaison, à la REAS, on essaie de caler justement sur le fond d'Étiole, qui est un sous-bassin versant de Bourville, donc notre station de mesure qui a été... Bourville, ça fait plus de 30 ans où on a des mesures, mais sur fond d'Étiole, on a eu 6-8 ans de données. Et donc, ça demande du temps de vérifier si ça correspond. Et nous, en fait, ce qui était intéressant, c'est qu'on avait les données exactes de pratiques culturales et de sorties aussi à l'exutoire. Et donc, même ça demande du temps à caler et à revoir toutes les valeurs, à la fois de données d'entrée, mais aussi la paramétrisation en elle-même. Donc, à la question qui suit, faut-il une formation, y a-t-il une formation pour apprendre à utiliser Waterset? Donc, oui, il y a. Proposée par le BRGM, et à la question que vous avez déjà répondu, elle est essentielle. Oui, sans ça, je pense que c'est compliqué. On a eu un exemple d'un bureau d'études qui a été retenu par un de nos EPCI pour étudier un bassin versant. Premier copil, on
on assiste à la présentation, on se dit oulala, elle n'a pas tout compris, est-ce que c'était Watersed? Quand on commence à poser quelques questions sur le paramétrage, la réponse était bah, j'ai téléchargé, j'ai lu la notice sur Internet, c'est bon. Oui, sauf que les résultats qui ont été produits n'étaient pas satisfaisants. On nous a demandé à nous après de reprendre le secteur d'études en ayant le modèle de Calais et on n'est pas tombé du tout sur les mêmes ordres de grandeur. Donc le calage du modèle ou le non-calage, du coup, y était certainement pour beaucoup. Comme tous les modèles, après, dès qu'on finalement on rentre, ce qui va sortir dépend de la qualité de ce qu'on rentre. Donc pour le coup, là c'était un peu compliqué. Ouais. Et donc, ouais, ça, c'est vraiment un point sur lequel il faut à tout prix insister. C'est effectivement bien caler son modèle et prendre le temps de bien caler avant de. Parce qu'effectivement, une fois qu'on a tout fait tourner, on peut faire tourner le Watersed, je dirais, assez simplement. Je mets des grosses guillemets quand même dessus, mais après, c'est est-ce que les valeurs sont bonnes? Ça, c'est un tout autre point qui nécessite de passer du temps. Et donc, il y a une question sur les propriétés des sols, la collecte de données. Est-ce que c'est facilement réalisable? Et la personne avait le sentiment que c'était une donnée difficilement récupérable en accès libre. C'était tout un travail de bibliographie qu'avait fait Valentin pour toutes les données de. Enfin, c'est vraiment tous des résultats de recherche. Je pense qu'il y avait notamment des données de l'AREAS, je pense, dedans. Et j'ai pas le détail vraiment précis de où il a été cherché chaque donnée. Je pense qu'il y avait beaucoup quand même des essais de l'AREAS, notamment, je pense, sur votre bassin d'essai de Bourville. Je pense qu'il y en avait dedans. Et notamment aussi pour la Pomeroy, il y avait aussi eu des données dans les. C'est le type de données qui est le plus difficile à obtenir. Ouais. Là, autant la pluviométrie, bon bah voilà, en achetant un peu de données sur Météo France, le RPG, ça c'est accessible en ligne, même s'il faut le toiletter, préparer les couches, c'est faisable. Sur le MNT maintenant, avec le LIDAR HD, etc., il y a des choses qui sont récupérables. Mais la donnée sur le type de sol, est-ce qu'on est sur du limon, battant, etc., c'est un des critères fondamentaux pour modéliser le ruissellement. Même sur ces critères. C'était ça qui était le plus difficile. Sur la carte qu'a montré Emeline, on avait par exemple, nous, on s'est heurté à un gros problème quand même, c'est qu'on n'avait pas de données sur la partie du département de la Somme. Donc pendant un moment, on n'était pas capable de faire tourner le modèle, même s'il avait le même paramétrage sur tous les autres entrées, tant qu'on n'avait pas des données de sol qui étaient fiables, on ne l'a pas fait tourner, quoi. Les données sont aussi récupérables sur le référentiel pédologique, une partie des données qui peut permettre de travailler en tout cas sur Watersed. Et un point aussi important sur Watersed, c'est que donc, ça a d'abord été fait sur du limon. Et là, il y a différents types de sols aussi sur lesquels Valentin travaille et qui peuvent être commencés à être utilisés. Mais en tout cas, la partie limon avait été validée avec les données de Bourville, notamment, effectivement. Mais effectivement, c'était principalement calé à la base sur ce type de sol qui sont très érosifs. Mais voilà, maintenant, on peut utiliser plusieurs types de sols aussi sur Watersed. Une seconde question aussi sur l'utilisation de la modélisation. Est-ce que c'est possible, enfin, est-ce que couplé par exemple avec un logiciel type ECRAS, ça pourrait être pertinent pour avoir le côté dynamique et prise en compte des débits de fuite? Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Là, pour le coup, on n'utilise pas du tout ECRAS, donc on va avoir du mal à répondre à la question. Si je connais un peu de loin, très très loin le modèle, a priori, ouais, c'est plus quelque chose sur la dynamique, peut-être plus sur du cours d'eau. Je connais pas très bien, mais je pense que c'est. On pourra pas comparer les données parce que c'est pas les mêmes, mais en complément d'information, pourquoi pas. Je pense pas que ça pose problème. Après, nous, on utilise Watersed vraiment pour le côté transfert sédimentaire. Ouais. On a résumé ça comme ça. Si c'est un problème d'érosion des sols, de coulée de boue à traiter, c'est l'outil qui est le plus adapté. Dès qu'on va vouloir travailler sur une problématique plutôt hydraulique avec des stockages, des régulations un peu plus poussées, notamment par exemple pour traiter des inondations, là, ça sort du champ de compétences de ce qui est possible actuellement. Et du coup, c'est des études hydrauliques plus classiques. Oui, je pense que avec des bureaux d'études, quoi. Du coup. Je pense que vous avez bien répondu à la question. Je pense que ça dépend vraiment de l'objectif de base sur le projet, sur le territoire. Et qu'après, effectivement, l'un n'annule pas l'autre. Ça peut effectivement se faire en complément, mais que voilà, en fonction de l'objectif de base,
On peut choisir tel ou tel modèle. Enfin, c'est vrai que là, aujourd'hui, c'était un zoom sur Watershed, mais il en existe d'autres. Là, l'objectif, c'était d'avoir votre retour d'expérience sur ce sujet, mais en fait, on pourrait l'avoir sur plein d'autres types de modèles et chacun a ses avantages et ses limites d'ailleurs. Ouais. Mais le côté dynamique quand même de Watershed, c'est quelque chose qu'on pousse quand même chez Valentin, du coup chez le BRGM, parce que c'est vrai que ça manque pour faire le lien entre les deux thématiques. Ce serait quand même super intéressant d'avoir le côté un peu dynamique, ne serait-ce que pendant les 2 heures de l'événement, qu'est-ce qui passe à un instant T pendant ces 2 heures à tel ou tel endroit. Déjà, ça permettrait aussi d'augmenter encore la compréhension du phénomène sur le bassin, quoi. Ça et l'étalement, c'est aussi ce qui manque. Le côté hydraulique, c'est ça, c'est l'étalement de l'onde de crue. Là, pour l'instant, on est aveugle, c'est sur des pixels de 1 mètre carré, quoi. Donc, c'est aussi une gymnastique de l'esprit si on veut s'intéresser un peu plus au volet hydraulique de la coulée de boue. Oui, c'est vrai que même quand on cale des aménagements, du coup, on le met en fait sur, par exemple, une haie sur un pixel, ça peut limite suffire si c'est sur l'axe de ruissellement. En fait, ces notions-là à prendre en compte, alors qu'effectivement, la haie, par exemple, pourrait avoir une fonction d'étalement du ruissellement qui là n'est pas forcément prise en compte sur le modèle. Ouais, là, c'est quelque chose. Finalement, la haie, si on la rentre juste 1 mètre alors qu'elle fait 10 mètres, mais s'il n'y a pas d'autre axe qui le tape dedans, en fait, 1 mètre, ça suffit, quoi. Ouais. Ça nous a posé un petit peu de problème au début quand on dessinait les ouvrages. Nous, on avait plutôt tendance à vouloir mettre de l'épaisseur, comme on faisait avant. Puis finalement, on s'est rendu compte que ça servait à rien. Un pixel avec les bonnes paramétrages, c'était suffisant, quoi. Donc c'est aussi une petite gymnastique quand même de l'esprit à avoir aussi pour s'adapter à l'outil. Pour information, il y a un des participants qui nous dit que ECRAS fait le même travail avec la diffusion. Ça intègre à la fois l'hydraulique et l'hydrologie, qui gère de la 1D, autant sur le fluvial, l'érosion et la qualité de l'eau. Ok, pour le coup, on ne connaît pas du tout, nous. Donc... Oui, après, je doute quand même qu'il fasse aussi pointu sur la partie érosion des sols que Watershed. Mais sur le volet hydraulique, tout à fait. Et après, je retourne sur la partie plus mise en œuvre. Comment chiffrez-vous les programmes d'aménagement? Sur l'entretien des ouvrages, quel est le mode de financement? Est-ce qu'il y a des aides particulières que vous avez? Dans quel cadre et sous quelles conditions sont financés les ouvrages de ralentissement dynamique? Du coup, sur l'estimation financière, on a des coûts au mètre linéaire ou au volume, au mètre cube stocké pour les différents types d'ouvrages. Donc, on totalise les linéaires de haies de fascines et on multiplie par le coût moyen au mètre linéaire à peu près. Voilà. On a un peu plus de difficultés sur les coûts pour les ouvrages de stockage ou de régulation, parce que ça dépend un peu du type de technique qui est employé, etc. Mais grossièrement, on est autour de 20-25 € du mètre cube stocké. Ça et l'entretien. Donc sur la partie création, donc c'est l'agence de l'eau qui peut apporter du financement à condition de remplir les exigences qui sont posées pour son programme. Bon, sur le 11e programme, avec les critères qui étaient imposés, il y a eu moins de 2 ou 3 programmes d'hydraulique douce qui ont été financés. Ils ont un peu assoupli leurs exigences sur le 12e programme. Je pense que les inondations de 2023-2024, un peu catastrophiques qu'on a connues, expliquent aussi pourquoi ils ont continué à financer cette thématique-là. On nous a annoncé plutôt un arrêt des financements avant les inondations. Donc là, ils financent encore un petit peu. Ils ont un système d'aide qui est progressif. Donc, sur des schémas d'aménagement qui sont conformes au taux d'abattement qui est demandé, on a un premier niveau alors, ils ont un premier niveau plutôt de 25% de financement sur les fascines, par exemple, qui correspond à ce qu'ils appellent à des opérations sans regret, mais il faut aller chercher les 75% ailleurs. Ils ont un deuxième niveau où on atteint les objectifs d'abattement avec un financement à 40%. Et il y a un troisième niveau où il faut atteindre les objectifs d'abattement et avoir un programme agroécologie
en cours sur le bassin versant. Là, ça peut aller jusqu'à 70. Donc, c'est un peu évolutif. Sur le système, donc le département finance plus. Ensuite, on a le conseil régional qui peut apporter un peu d'aide aussi, plus sur le volet biodiversité, donc pas forcément pour les ouvrages de stockage, avec un financement préau à peu près à 50 000 € par an par structure. Et après, c'est les fonds FEDER sur lesquels on commence à avoir quelques retours d'expérience des voisins qui réussissent à aller décrocher des programmes de financement avec des fonds européens. Ça, c'est pour la création. Sur l'entretien, les coûts sont... les financeurs sont beaucoup plus restreints, puisque l'Agence de l'eau finance encore ces 3 années sur de l'entretien à hauteur de 40% de la dépense, avec des coûts plafonds qui sont fixés par type d'aménagement également. Je ne les ai plus en tête, mais tout ça, c'est téléchargeable sur le site de l'Agence de l'eau. Et par contre, les financements sur l'entretien sont en nette diminution. Au précédent programme, on a commencé avec du financement à 80%, voire 100% sur certains petits secteurs, et là, on est plutôt à 40%. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, le nombre d'ouvrages à entretenir ne fait qu'augmenter, et les financements qui vont avec ne font que diminuer, notamment parce que l'agence considère qu'avec la taxe GEMAPI, chaque EPCI doit pouvoir être autonome sur le financement de ces opérations. Ça se discute, mais en tout cas, c'est là-dessus qu'on est actuellement. Donc nous, on a fait le choix de développer une équipe en régie parce qu'on avait beaucoup d'ouvrages. Donc ça nous permet d'avoir un linéaire qui est assez conséquent et du coup, il y a un bon effet mutualisation en fait des différents EPCI. On a 7 agents pour entretenir à peu près 2500 ouvrages. Ça, c'est le choix que nous, on a fait. Il y a d'autres secteurs où c'est les EPCI qui créent des régies en interne, assez souvent mutualisées avec les espaces verts, par exemple, pour pouvoir entretenir les aménagements. Merci beaucoup à toutes les trois, Émilie, Emeline et Camille. Je crois qu'on arrive au terme des questions, s'il n'y en a pas d'autres qui apparaissent d'ici là. Donc merci à toutes les trois, merci à vous d'avoir assisté à ce temps d'échange. J'espère que ça vous a intéressé et que ça a répondu à une grande partie de vos questions. C'est à mon tour de vous poser des questions. Je vous transmets dans la conversation du webinaire un questionnaire de satisfaction. Ça permettra au CIMSEA et à nous de voir si ça a répondu à vos attentes et voilà, si ce questionnaire vous a plu et en tout cas comment on pourrait améliorer nos prochains temps d'échange. Sinon, il me reste à vous remercier et puis à vous souhaiter une bonne journée et une bonne semaine. Merci beaucoup.